Et si la chose la plus sincère que vous puissiez faire, expliquer ce que vous ressentez, mettre des mots sur votre douleur, être honnête sur vos besoins, était précisément ce qui vous faisait perdre sa considération, pas parce qu'il est insensible, pas parce que vous avez mal choisi, mais parce qu'il existe, dans la psychologie masculine, un mécanisme profond que presque personne ne vous a jamais expliqué. Carl Jung l'avait compris il y a un siècle, et ce qu'il a observé va transformer la façon dont vous communiquez dans vos relations pour toujours. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas un conseil de manipulation, ce n'est pas non plus une invitation à taire vos émotions ou à vous effacer. C'est quelque chose de bien plus subtil et de bien plus puissant. Vous allez comprendre pourquoi l'explication émotionnelle, telle que vous la pratiquez peut-être, agit comme un mécanisme d'érosion silencieux sur la dynamique de votre relation. Pourquoi, à force de vouloir être comprise, vous obtenez parfois l'effet inverse. Et surtout, comment transformer cette énergie en quelque chose qui vous rend réellement irrésistible. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous apprendrez ici est l'un des changements les plus discrets et les plus décisifs que vous puissiez apporter à votre vie amoureuse. Imaginez la scène. Il a dit quelque chose qui vous a blessé. Peut-être un mot de trop, peut-être un silence de trop, peut-être simplement une absence là où vous attendiez une présence. Et vous avez fait ce que les femmes intelligentes, sensibles et conscientes font. Vous avez essayé d'expliquer. Vous lui avez dit comment vous vous sentiez. Vous avez choisi vos mots avec soin, exposé votre vulnérabilité, détaillé l'enchaînement émotionnel, comment cette chose précise vous avait touché, pourquoi, ce que cela réveillait en vous. Vous avez été complète, honnête, articulée. Et lui, il vous a regardé avec une expression que vous reconnaissez peut-être. Pas de la cruauté, pas de l'indifférence. Quelque chose de plus déconcertant encore, une sorte de distance progressive, comme si plus vous vous expliquiez, plus quelque chose en lui se reculait. Comme si vos mots, au lieu de vous rapprocher, creusaient entre vous un espace que vous ne compreniez pas. Vous avez peut-être pensé qu'il ne vous comprenait pas, qu'il n'était pas assez mature, qu'il avait peur de l'intimité, que si seulement vous trouviez les bons mots, la bonne formulation, le bon moment, il comprendrait enfin. Mais Jung nous propose une lecture différente, et elle est infiniment plus utile. Carl Jung, dans ses travaux sur la psyché masculine et féminine, a mis en lumière quelque chose d'essentiel. L'homme et la femme n'habitent pas le monde émotionnel de la même façon, non pas parce que l'un serait supérieur à l'autre, mais parce que leur architecture psychique ont des grammaires fondamentalement différentes. La femme, en s'expliquant émotionnellement, cherche la connexion. Elle dit, sans le formuler ainsi, « Vois-moi, comprends-moi, sois là avec moi dans ce que je ressens ». Pour elle, partager l'émotion, c'est créer du lien, c'est offrir de l'intimité, c'est un acte d'amour. L'homme, en l'écoutant, ne reçoit pas toujours ce message. Ce qu'il reçoit, inconsciemment, profondément, dans un endroit de lui qu'il ne saurait pas nommer, c'est une demande de résolution. Son cerveau, câblé différemment, entend un problème à résoudre. Et quand cette demande devient une explication longue, détaillée, répétée, quelque chose se déclenche dans sa psyché, le sentiment que le problème est trop grand pour lui, qu'il ne peut pas le résoudre, qu'il est, d'une certaine façon, en situation d'échec. Et l'homme qui se sent en échec ne se rapproche pas, il s'éloigne, pas forcément physiquement, mais intérieurement, il ferme une porte, silencieusement, sans même en être conscient. Voilà le premier paradoxe que Jung aurait reconnu immédiatement. En cherchant à être comprise, vous créez sans le vouloir les conditions exactes de l'incompréhension. Pour aller plus loin dans cette réalité, il faut entrer dans l'un des concepts les plus fascinants de la psychologie jungienne, l'anima. Jung affirmait que chaque homme porte en lui une image féminine intérieure, une représentation inconsciente de la femme, formée par ses expériences les plus anciennes, ses rêves, ses blessures et ses désirs enfouis. Il appelait cette image l'anima. Ce que l'homme cherche dans la relation amoureuse, c'est souvent cette rencontre, trouver dans la femme réelle quelque chose qui résonne avec son image intérieure, quelque chose qui lui échappe légèrement. Quelque chose qu'il ne peut pas entièrement saisir, entièrement posséder, entièrement comprendre.
C'est la raison profonde pour laquelle le mystère attire davantage que la transparence totale. Ce n'est pas de la superficialité, ce n'est pas un goût pour le jeu. C'est une réalité psychique que Jung a documentée chez des hommes de toute culture, de toutes époques, de toutes conditions. Quand vous vous expliquez entièrement, quand vous décortiquez chaque émotion, chaque réaction, chaque besoin avec une précision chirurgicale, vous lui offrez une cartographie complète de votre monde intérieur. Et une carte, par définition, supprime l'espace d'exploration. Il n'a plus besoin de vous chercher, il n'a plus besoin de tendre vers vous. Il vous a au sens psychologique du terme, et ce qu'on possède entièrement finit, tôt ou tard, par perdre son pouvoir d'attraction sur la psyché, non pas par manque d'amour, mais parce que la psyché humaine est ainsi faite. Elle désire ce qu'elle ne comprend pas encore tout à fait. Elle s'oriente vers ce qui contient encore du mystère, de la profondeur non encore cartographiée. La femme qui retient une part d'elle-même, non pas par calcul froid, mais par une forme de conscience intérieure, par un ancrage dans sa propre profondeur, est celle dont l'homme continue de vouloir percer le mystère. Celle qu'il continue de désirer comprendre, des semaines, des mois, des années après les premiers instants. C'est cette tension-là, ce désir de compréhension jamais tout à fait assouvi, qui est l'un des moteurs les plus puissants et les plus durables de l'attraction véritable. Mais ici, il faut être précise, parce que ce que je vous dis ne signifie pas que vous devez vous taire, que vous devez refouler, que la communication est l'ennemi de l'amour. Ce serait une lecture trop simple et dangereuse. Il existe une différence fondamentale entre exprimer une émotion et exposer une émotion. Et cette distinction change absolument tout. Exprimer, c'est nommer ce que vous ressentez avec clarté et présence. C'est ancré dans votre souveraineté intérieure. Vous dites ce qui est vrai pour vous sans avoir besoin qu'il le valide, sans attendre qu'il résolve quelque chose en vous. Vous parlez depuis un endroit en vous qui est stable, qui n'a pas besoin d'une réponse particulière pour continuer d'exister. Exposer, c'est différent. C'est déposer toute la charge émotionnelle au pied de l'autre, dans l'espoir qu'il la porte avec vous. C'est revenir encore, reformuler encore, expliquer encore, parce que quelque chose en vous n'est pas encore apaisé, et vous espérez que ces mots, sa compréhension, sa validation finiront par l'apaiser. C'est dans cette attente-là que réside le problème, pas dans l'émotion elle-même, pas dans la sincérité de ce que vous ressentez, mais dans le fait de placer sur l'autre la responsabilité de votre équilibre intérieur. Jung appelait cela la projection, cette tendance profondément humaine à confier à l'autre la gestion de ce qui, en réalité, nous appartient entièrement. Quand vous expliquez vos émotions à un homme de façon répétitive et exhaustive, vous lui attribuez involontairement un rôle qu'il n'a pas demandé, celui de thérapeute, de régulateur émotionnel, de parent intérieur. Mais ce rôle n'est pas celui d'un amant, et l'homme le ressent, même s'il ne saurait pas le formuler ainsi. Inconsciemment, quelque chose change dans la façon dont il vous perçoit. Vous devenez, graduellement, une responsabilité plutôt qu'un désir. Quelqu'un dont il doit prendre soin à un niveau qui dépasse ce qu'il peut ou veut offrir. Et ce glissement est imperceptible. Il ne vous le dira pas. Il ne le sait peut-être pas lui-même, mais le respect change de forme et le désir avec lui. La femme que l'homme respecte profondément, celle dont il parle encore des années après, celle qui l'a marqué au-delà de la passion éphémère, est presque toujours celle qui n'avait pas besoin de lui pour se tenir debout, celle dont les émotions existaient, visibles et réelles, mais ancrées dans une souveraineté intérieure que personne ne pouvait lui prendre. Jung avait une autre notion centrale dans son œuvre, l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrée. Nos peurs les plus profondes, nos blessures non guéries, les besoins que nous n'osons pas regarder en face parce qu'ils nous rendent trop vulnérables. Et voici quelque chose de difficile à entendre, mais de profondément libérateur si vous choisissez de le recevoir vraiment. La surexplication émotionnelle est souvent l'expression d'une blessure que Jung aurait reconnue immédiatement. Quand vous expliquez encore, quand vous reformulez encore, quand vous revenez encore sur la même scène émotionnelle en espérant qu'il comprenne enfin ce que vous faites, en réalité,
c'est chercher une preuve qu'il vous voit, qu'il vous choisit, qu'il reste, que vous valez la peine qu'on s'explique. Et cette quête de preuve trahit quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne concerne pas lui, un endroit en vous qui ne croit pas encore entièrement à sa propre valeur sans que l'autre le confirme. Ce n'est pas un jugement. Jung ne jugeait pas, il observait. Et il dirait, avec toute la douceur et toute la précision dont il était capable, que vous n'avez pas encore terminé ce qu'il appelait le processus d'individuation, ce chemin vers soi-même, cette réconciliation progressive avec sa propre profondeur, indépendamment du regard de l'autre. Ce travail-là, aucun homme ne peut le faire pour vous. Personne ne peut vous l'offrir. Aucune explication, si bien reçue soit-elle, ne peut combler ce besoin-là, parce que ce besoin n'est pas né de lui. Il est né bien avant lui, dans des endroits de votre histoire que lui n'a pas écrits. Mais quand vous commencez à faire ce travail, quand vous cessez de chercher dans sa compréhension ce que seul votre propre voyage intérieur peut vous donner, quelque chose de remarquable se produit. Vous changez de fréquence, votre énergie se transforme, et la relation change avec vous, souvent sans que vous n'ayez prononcé un seul mot de plus. Il existe une autre façon d'habiter ces émotions, une façon que peu de femmes connaissent vraiment, non pas parce qu'elle est secrète ou réservée à une élite, mais parce qu'elle demande une forme de courage intérieur que notre époque, avec son injonction à tout dire et à tout partager, n'encourage pas vraiment. C'est la capacité de ressentir pleinement, sans avoir besoin d'expliquer, d'être traversé par une émotion, la tristesse, la déception, la colère même, et de rester debout à l'intérieur d'elle, sans la déposer aux pieds de l'autre, sans demander qu'on la comprenne, sans attendre qu'on la valide ou qu'on la répare, simplement la vivre, la traverser, en sortir différente, mais entière. Quand vous faites cela en présence d'un homme, il se passe quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'aucune stratégie de communication ne peut produire. Il vous perçoit différemment. Il ne sait peut-être pas nommer ce qu'il ressent, mais il perçoit une solidité en vous, une présence à vous-même qui n'a pas besoin de lui pour exister. Quelque chose en lui reconnaît cette qualité d'être, même sans pouvoir la formuler. Et cette solidité l'attire d'une façon qu'aucune explication, si sincère soit-elle, ne pourrait jamais provoquer. Jung aurait dit que dans ces moments-là, vous vous reconnectez à ce qu'il appelait le soi, cette instance la plus profonde de votre être, celle qui transcende les rôles, les peurs et les attentes, celle qui existe en dehors de toute relation, en dehors de tout regard. Et le soi, contrairement à l'ego blessé qui réclame, contrairement à la blessure qui demande, n'a pas besoin d'être expliqué. Il est. Et quand il est pleinement, les autres le sentent, sans qu'on ait rien à dire. Pensez à la femme la plus magnétique que vous ayez jamais connue. Pas nécessairement la plus belle au sens conventionnel, mais celle dont la présence changeait quelque chose dans la pièce, celle dont on voulait être proche sans trop savoir pourquoi, celle qui semblait habiter sa vie de l'intérieur plutôt que de la subir depuis l'extérieur. Il y a de fortes chances qu'elle ne se soit pas beaucoup expliquée, qu'elle ne soit pas revenue 10 fois sur la même conversation, qu'elle ait dit les choses une fois, clairement, depuis un endroit de calme, et qu'elle soit passée à autre chose, non pas par indifférence, mais par une forme de confiance en elle-même qui n'attendait pas de permission pour exister. C'est cela, le pouvoir du ressenti sans demande, non pas le silence de celle qui ravale, qui souffre en silence et accumule une colère qui finira par exploser, mais le silence de celle qui s'appartient, qui ressent tout, profondément, et qui choisit souverainement ce qu'elle exprime, quand elle l'exprime, et comment. Cette femme-là, l'homme ne la prend pas pour acquise. Il ne peut pas, parce qu'elle ne le lui permet pas, non pas en faisant des jeux de pouvoir, mais en étant si réellement centrée sur elle-même qu'il sait, instinctivement, qu'elle n'a pas besoin de lui pour aller bien. Et c'est précisément cette certitude qui l'oblige à se comporter différemment avec elle, à faire davantage d'efforts, à lui offrir davantage de présence, davantage de respect, davantage de lui-même. Alors, que faire concrètement avec tout cela? Et cette liberté, la vôtre comme la leur, est le seul terreau dans lequel un amour véritable peut pousser. La prochaine fois que vous sentirez l'envie d'expliquer, de revenir sur une scène, de reprendre une conversation,
de vous justifier encore une fois, posez-vous une seule question avant d'ouvrir la bouche. Pas deux, pas 10, une seule. Est-ce que je suis sur le point de parler depuis ma force ou depuis ma peur? Depuis ma force, cela ressemble à « je nomme clairement ce que j'ai ressenti, je dis ce dont j'ai besoin, je n'attends pas de réponse particulière pour rester en paix. » Une fois, sans répétition. Depuis ma peur, cela ressemble à « je reviens encore, je reformule encore, je cherche encore les mots qui vont enfin le faire comprendre, parce qu'une partie de moi n'est pas en paix avec elle-même, indépendamment de ce qu'il dira. » La réponse à cette question changera tout, pas parce qu'elle vous donnera une technique à appliquer, mais parce qu'elle vous ramènera à vous, à l'endroit exact où votre pouvoir véritable réside, non pas dans ses réactions, mais dans la façon dont vous vous tenez face à lui. Jung nous a laissé un héritage extraordinaire. Pas une série de règles pour mieux gérer les hommes, mais une carte pour mieux se connaître soi-même. Et dans cette connaissance de soi, dans cette réconciliation progressive avec votre propre profondeur, là est la source de tout ce que vous cherchez dans la relation, le respect, le désir, la présence véritable. La femme qui s'appartient n'a pas besoin de courir après le respect de qui que ce soit. Il vient à elle, naturellement, inévitablement, parce qu'on ne peut pas regarder quelqu'un qui s'appartient vraiment sans être, d'une façon ou d'une autre, touché par cette rareté. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un jeu. C'est l'expression la plus haute de ce que vous êtes et la plus puissante que vous puissiez offrir à une relation. Posant, si cette façon d'aborder la psychologie des relations vous touche, abonnez-vous maintenant. Chaque semaine, nous explorons ensemble les mécanismes les plus profonds qui gouvernent l'attraction, le respect et la puissance féminine. Ce que Jung a écrit mérite d'être vécu, pas seulement lu. Et c'est exactement ce que nous faisons ici, ensemble. Il y a quelque chose que personne ne vous dit sur le moment exact où un homme commence à vous respecter différemment. Ce n'est pas le moment où vous avez été la plus belle, ce n'est pas le moment où vous avez été la plus drôle, la plus brillante, la plus généreuse. Ce n'est pas non plus le moment où vous lui avez dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. C'est le moment où il a réalisé, sans que vous n'ayez rien fait pour le lui montrer, que vous n'aviez pas besoin de son approbation pour vous sentir entière. Ce moment-là, il ne l'oublie pas, parce qu'il est rare, parce qu'il touche quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il ne saurait pas nommer, mais qui l'oriente vers vous d'une façon différente de tout ce qu'il a connu avant. Jung parlait souvent de la valeur psychologique de ce qui résiste à la compréhension immédiate, ce qui se laisse approcher, mais jamais entièrement saisir, ce qui invite à aller plus loin sans jamais donner l'impression qu'on a tout vu. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de comprendre que votre profondeur est réelle et que vous n'avez pas à la livrer entière pour prouver qu'elle existe. Beaucoup de femmes font cette erreur sans s'en rendre compte. L'explication émotionnelle est souvent une tentative, inconsciente mais sincère, de prouver leur profondeur, comme si le fait de tout dire, de tout nommer, de tout exposer, allait démontrer à l'homme qu'elle mérite d'être connue vraiment. Mais la profondeur ne se prouve pas, elle se perçoit, et elle se perçoit d'autant plus fort qu'elle reste en partie dans l'ombre, non pas l'ombre au sens de la blessure, mais cette zone de vous-même que vous n'avez pas encore besoin de partager pour exister aux yeux de l'autre. Il y a une chose que les femmes qui gardent le respect des hommes sur la durée ont toutes en commun, pas la beauté, pas l'intelligence, pas même la personnalité, c'est cette capacité à rester légèrement insaisissable, à ne jamais être entièrement prévisible, à continuer d'évoluer, de se surprendre elles-mêmes, de s'intéresser à leur propre vie avec une curiosité que rien, et surtout pas une relation, ne peut éteindre. Cette femme-là n'a pas besoin d'expliquer ce qu'elle ressent à chaque instant. Elle sait ce qu'elle ressent. Elle vit avec ce qu'elle ressent. Et quand elle choisit de le partager, ce n'est jamais une demande déguisée. C'est un cadeau qu'elle fait librement, depuis la plénitude et non depuis le manque. Jung dirait qu'elle est en contact avec son soi. Pas parfaitement, personne ne l'est jamais entièrement, mais suffisamment pour que la relation avec l'autre ne soit plus le seul endroit où elle cherche à exister. Et cette liberté-là,
Cette liberté vis-à-vis du regard et de la compréhension de l'autre est la chose la plus attractive qu'une femme puisse incarner. Pas parce que c'est stratégique, parce que c'est réel, parce que c'est rare, parce que dans un monde où tout le monde cherche constamment la validation de l'autre, une femme qui n'en dépend pas est une anomalie lumineuse que personne ne peut ignorer. Voilà ce que Jung avait compris, et que peu de personnes ont traduit en termes aussi concrets. Le vrai magnétisme féminin n'est pas dans ce que vous donnez à l'autre, il est dans la qualité de votre présence à vous-même, dans la façon dont vous habitez votre propre vie, votre propre corps, vos propres émotions, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre vienne les valider pour qu'elles soient réelles. Quand vous cultivez cela, pas comme une technique, mais comme une véritable façon d'être, les hommes le sentent. Ils ne savent pas toujours ce que c'est. Ils ne l'appellent pas toujours par son nom, mais ils gravitent vers vous d'une façon différente, plus respectueuse, plus attentive, plus sincère, parce que vous n'attendez rien d'eux que ce qu'ils peuvent librement choisir de vous offrir.